Dans le procès antitrust contre Google, le juge a écrit 277 pages de conclusions qui vont servir à déterminer une sanction. Je me les suis tapées et j'ai trouvé qu'il y en avait 4 en particulier qui avaient le potentiel d'avoir un impact colossal sur le marché de la publicité. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu, il est de taille. Le juge, il a conclu qu'il y avait la moitié des requêtes effectuées aux États-Unis qui étaient faites dans le cadre d'accords exclusifs anti-compétitifs. En fait, Google a contracté avec 3 types d'acteurs pour être le moteur de recherche par défaut. Le premier, c'est le plus connu, celui dont tout le monde parle, c'est Apple. Il y a 28% des requêtes aux États-Unis qui sont dans le cadre de cet accord-là. Le second, c'est les fabricants d'équipements d'origine Android et les opérateurs mobiles, ce qui concerne 19,4% des requêtes. Et il reste 2,3% pour arriver au compte de 50. Le reste, c'est ce qui concerne les accords qui ont été passés avec des navigateurs et notamment le plus connu d'entre eux, Firefox. Donc forcément, tout ça, ça vaut son pesant de cacahuètes pour Google. En fait, rien que le revenu publicitaire associé aux requêtes qui sont passées dans le cadre de l'accord avec Apple, ça représente 1/5 de ses revenus. Et ça, c'est juste iOS. Je vous lis une petite citation du rapport. En 2020, la modélisation interne de Google prévoit qu'il perdrait entre 60 et 80% de son volume de requêtes iOS s'il était remplacé en tant que GSE, donc GSE ça veut dire General Search Engine, par défaut sur les appareils Apple, ce qui se traduirait par des pertes de revenus nettes comprises entre 28,2 et 32,7 milliards de dollars. Et ça, c'était en 2020. Donc au moment où j'enregistre, on ne connaît pas encore les remèdes qui seront proposés par le juge Amit Mehta, mais on sait quels mots ils devront soigner. Plus précisément, comme je vous le disais, la résolution de 4 d'entre eux risque d'avoir un impact colossal sur le marché de la pub en ligne. Parce qu'il a été reconnu que les accords d'exclusivité ont permis à Google d'imposer des prix supra-compétitifs pour les annonces textuelles, ensuite exclut une part substantielle du marché aux compétiteurs, puis les privent des bénéfices engendrés par le fait d'être à l'échelle, et enfin réduisent les incitations à l'investissement dans des solutions concurrentes. Donc pour ceux qui auraient un petit peu suivi, cette vidéo c'est la suite d'une tribune que j'ai écrite pour le journal du net, et je vous mettrai le lien en description pour les curieux. Et donc nous allons essayer d'étudier ensemble les caractéristiques d'un monde où ces 4 propositions seraient fausses, en gros que le juge les corrige. Première partie, un meilleur contrôle sur les pratiques de pricing monopolistiques. Donc a priori, le verdict, il va pas remettre en cause la position monopolistique de Google sur le marché du search. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'interdit la section 2 du Sherman Act, celui dont il est question aux États-Unis, dans tous les cas antitrust. En fait, aux USA, on a le droit d'être un monopole, mais on n'a pas le droit de l'avoir acquis ou maintenu avec des tactiques qui excluent injustement les concurrents. Ce qui est le cas, en fait, pour les 3 types d'acteurs dont je vous parlais précédemment. Une fois le monopole atteint, et en supposant l'existence d'importantes barrières à l'entrée, le monopoliste peut fixer un prix qui maximise ses profits sans se préoccuper outre mesure du comportement des autres entreprises sur le marché. C'est précisément la façon dont Google a abordé la fixation des prix de ses publicités. Donc il a été conclu assez rapidement dans le rapport, et je vous laisserai aller voir la démonstration pour ceux que ça intéresse, que Google était un monopole sur le marché de la pub sur les moteurs de recherche. C'est très compréhensible en fait dans la première partie du rapport, c'est pas du tout écrit en charabia juridique, je vous recommande vraiment. Et donc la Cour a été très sensible à toutes les pratiques un peu bizarres qui ont été mises en place par Google pour manipuler le prix de ses pubs. Et donc il a été conclu que Google a utilisé divers boutons de tarification pour obtenir des augmentations souvent entre 5 et 15% à la fois, sans que les dépenses des annonceurs ne se déplacent de manière significative vers les concurrents. Les expériences publicitaires ont systématiquement montré que Google atteignait un taux de rétention de 50% pour ses ajustements de prix. Donc le taux de rétention, c'est le nombre d'annonceurs qui continuent à dépenser sur Google malgré cette augmentation de prix. Google a également ajusté les boutons de prix lorsque cela était nécessaire pour atteindre les objectifs de revenus périodiques. Donc en gros, c'est juste avant les earnings trimestriels, quand il faut présenter des beaux chiffres, t'as un petit bouton qui te permet d'augmenter le prix, et ça fait un beau finish. Donc cette pratique-là, elle avait un nom en particulier, elle a été révélée par Jerry Dischler, donc qui est un ancien de chez Google. Ça s'appelait secouer les coussins. Et donc il y a un petit article de The Verge sur le sujet, je vous ai pris une petite citation pour que vous compreniez mieux. Selon monsieur Dischler, Google modifie son processus d'enchère de telle sorte que les prix ont pu augmenter par le passé de 5% pour l'annonceur type, et pourrait même avoir augmenté de 10% pour certaines requêtes. Les parties qui achètent les publicités n'étaient pas au courant de ces ajustements des prix. Nous avons tendance à ne pas informer les annonceurs des changements de prix, a déclaré Mr. Dischler. Donc au vu du fait d'abord que ces faits-là étaient révélés au grand public dans les médias, et aussi qu'il y a un juge qui a mis ses yeux dessus, on peut s'attendre à ce que les futures tentatives de Google soient plus rares ou alors mieux dissimulées. Seconde partie, un nouveau marché disponible, les défauts iOS, Android et Mozilla. Pour construire un cas juridique convaincant, il y a une grosse partie du rapport qui est dédiée à évaluer l'importance pour un moteur de recherche d'être par défaut sur un navigateur ou un smartphone. Le tribunal a déjà constaté que les placements par défaut préchargés constituent le canal le plus efficace pour atteindre les consommateurs de recherche. Donc vous voyez, comme une marque e-commerce pourrait avoir Meta ou Google comme canal d'acquisition principal, le canal d'acquisition principal d'un moteur de recherche, c'est être par défaut. Et on pourrait très facilement calculer un coût d'acquisition pour Google d'une requête, en regardant combien ça coûte d'être un moteur par défaut. Je continue la citation, et Google a obtenu tous les principaux placements, à l'exception du placement par défaut sur le navigateur Edge, qui a été préchargé sur les appareils Windows. Bien sûr, les utilisateurs peuvent accéder aux rivaux de Google en changeant de point d'accès à la recherche par défaut, ou en téléchargeant une application de recherche ou un navigateur rival, mais la réalité du marché est que les utilisateurs le font rarement. Et alors il y a même un chiffre associé à ça, en 2020, seulement 5% des requêtes étaient captées par l'intermédiaire d'un moteur de recherche qui n'était pas celui par défaut. Et donc quand on connaît ce chiffre-là, c'est tout de suite moins crédible la ligne de défense de Google dans ce cas-là, qui a été de dire qu'en fait les utilisateurs finaux, ils avaient la liberté de passer à un autre navigateur, ce qui est vrai. Mais le juge Mehta, et a priori a raison, a pas retenu ce point-là. Parce qu'il a bien compris que Google pouvait
pouvait pas en même temps dire que c'était un choix pas important pour les utilisateurs et qu'ils pouvaient choisir n'importe lequel, et payer 26 milliards pour les avoir. Donc l'issue la plus probable de tout ça, c'est que ces accords ils vont être défaits. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce qu'en fait, le Sherman Act, ce qu'il dit précisément, c'est que les seules entreprises qui n'ont pas le droit de passer ce type d'accord-là, ce sont les monopoles. Or, sur le marché du search, il y a des concurrents qui ne sont pas des monopoles. Le numéro 2, par exemple, c'est Bing. Il est beaucoup plus modeste, avec seulement 6% des recherches, mais théoriquement, il pourrait reprendre ces accords-là. Ce qui pourrait dramatiquement changer le marché du search, parce que tout à coup, il y a 50% des requêtes aux États-Unis qui seraient captées par un nouvel acteur. Donc par exemple, sur un iPhone, on pourrait avoir comme moteur par défaut Bing. Il faudrait évidemment retrancher toutes les personnes qui repasseraient sur Google, ce qui serait bien sûr une part non négligeable, mais ça changerait largement les rapports de force. Et donc Apple, derrière, il serait dans une situation super délicate. Soit tu noues un partenariat avec un moteur de recherche qui a des performances moindres, parce qu'en fait, les utilisateurs, quand même, ils préfèrent Google. Ça a d'ailleurs été confessé par un mec de chez Mozilla lui-même qui dit Google est le grand gagnant lorsqu'il s'agit de l'expérience produit et des attentes des utilisateurs. Donc soit il décide de pas mettre Google, il prend Bing au détriment des utilisateurs, soit il propose un écran de choix non biaisé, en mettant pas de mode par défaut, ce qui répartirait une partie des recherches mais donnerait quand même Google gagnant. Mais la seule différence, c'est que Apple n'aurait plus son chèque de 20 milliards de dollars. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un nombre colossal de requêtes qui vont faire l'objet d'une bataille concurrentielle, ce qui pourrait donner le scale à un autre acteur pour devenir un concurrent sérieux à Google. Partie 3, vers un duopole en search. Les accords d'exclusivité de Google ont eu un deuxième effet anticoncurrentiel important. Ils empêchent les rivaux d'accéder aux requêtes des utilisateurs, ou à l'échelle nécessaire pour rivaliser efficacement. L'échelle est la matière première essentielle pour construire, améliorer et maintenir un General Search Engine. En fait, en privant tous les moteurs de recherche concurrents de ces requêtes-là, Google il s'assure d'être le seul à pouvoir utiliser ces requêtes pour améliorer la qualité de ses résultats. Et donc en fait, il creuse l'écart au fur et à mesure, parce que ça consolide son avantage concurrentiel. Dans le rapport, il y a même un schéma qui explique cette mécanique. Plus de données utilisateurs permettent à un GSE, donc toujours General Search Engine, d'améliorer la qualité des recherches. Une meilleure qualité de la recherche attire plus d'utilisateurs et améliore la monétisation. Ensuite, plus d'utilisateurs et une meilleure monétisation attirent plus d'annonceurs. Plus d'annonceurs signifie plus de revenus publicitaires et plus de revenus publicitaires permet à un GSE de dépenser plus de ressources sur les coûts d'acquisition du trafic, c'est-à-dire les paiements de partage de revenus, et les investissements qui permettent l'acquisition continue d'échelle. Et là, vous avez la petite boucle de Google expliquée très simplement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Google a creusé un fossé monumental sur tous ses concurrents. Il y a une citation dans le rapport qui dit 13 mois de données d'utilisateurs acquises par Google équivalent à plus de 17 ans de données sur Bing. Et donc on pourrait voir un acteur existant, ça peut être Bing, ça peut être DuckDuckGo, ça peut être Ecosia, gagner des parts de marché et lancer un nouveau cycle vertueux qui serait dangereux pour Google et qui pourrait, pour nous les annonceurs et les agences, installer une nouvelle régie du search d'ici quelques années, à moins qu'un nouvel entrant inattendu rentre sur le marché. Partie 4, Apple et son moteur de recherche. Les plaignants affirment que les milliards de dollars qu'Apple reçoit en partage de revenus sont en fait un paiement pour maintenir Apple à l'écart du marché de la recherche. Parce que dans toute cette affaire, en fait, Apple est l'un des plus gros perdants. Parce que dans les faits, ils étaient quand même payés 20 milliards de dollars pour ne rien faire. Ce montant, il correspond au coût de développement d'un moteur pour Apple. Fin 2020, Google a estimé combien il en coûterait à Apple de créer et de maintenir un GSE capable de concurrencer Google. Google estime que les dépenses totales en capital nécessaires pour Apple pour reproduire l'infrastructure technique de Google dédiée à la recherche serait de l'ordre de 20 milliards de dollars. La liste des acteurs qui peuvent dépenser 20 milliards de dollars pour développer un moteur de recherche et l'entretenir, elle est pas très longue. D'autant plus que tout le monde n'a pas le même point de départ qu'Apple. Apple a pris des mesures pour accroître ses capacités dans le domaine de la recherche. En 2018, Apple a embauché l'ancien chef de Google Search, John Giannandrea, en tant que chef de l'apprentissage automatique et de la stratégie d'IA. Fallait surtout pas qu'il y ait le mot search dedans. Ils font pas de search. Sous sa direction, Apple s'est engagé de manière significative à développer certains éléments fondateurs d'un GSE, notamment le crawling et l'indexation du web, et la création d'un graphe de connaissances. Donc finalement, est-ce qu'Apple pourrait pas reprendre et s'attribuer à lui-même tous ces modes par défaut, ou à minima les 28% qui passaient à Google? Il y a même certaines acquisitions d'entreprises qui leur permettraient d'accélérer le processus. Il y a quelques temps, il y avait une rumeur qui courait comme quoi Apple lorgnerait sur Perplexity, un moteur de recherche basé sur l'IA. Ça serait un risque majeur parce qu'en fait Google argumentait lui-même dans le rapport pour se défendre que l'IA était aussi importante que les données utilisateurs pour améliorer les performances d'un moteur de recherche. Google affirme que les nouveaux modèles de classement reposent sur moins de données, certains étant entièrement pilotés par l'IA, de sorte que les GSE d'aujourd'hui dépendent moins des données des utilisateurs pour améliorer la qualité et être compétitifs. Ils s'en servent évidemment pour minimiser aux yeux du juge l'impact d'avoir capté toutes ces données pendant tant d'années. Ou alors, c'est juste de la mauvaise foi. Affaire à suivre. Si d'ailleurs vous voulez la version complète de tout ce que je viens de vous dire, mais par écrit, c'est dans la newsletter Les Brutes Acquisitions, c'est le dernier épisode. Vous pouvez retrouver ça en description. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Théo. Tchou.